Bonjour à tous, ça me fait vraiment très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Le sujet que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ça va traiter des rêves. C'est un sujet qui me passionne depuis vraiment très longtemps, depuis tout petit en fait. C'est un sujet qui a été traité des milliers de fois par des milliers d'auteurs. Pour ça, je vais vous raconter des petites histoires en cascade et je vais vous faire un petit peu participer aussi. Ça vous va? Yes. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, là, tout de suite maintenant, est-ce que vous pensez que vous êtes éveillé? Qui pense qu'il est éveillé ici? Ok, ah, pas tout le monde. Qui pense qu'il est en train de rêver? Personne, ok. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous savez que vous êtes éveillé? Parce que quand vous êtes en train de rêver la nuit, ça vous paraît normal. Vous avez des rêves, vous ressentez des sensations, et pourtant vous êtes en train de dormir. Donc la première chose que j'ai envie de vous faire là, tout de suite, c'est vous faire participer. Vous allez me prendre deux doigts comme ça, allez-y. Voilà, rassurez-vous, normalement c'est pas dangereux, ok? Vous allez vous pincer le nez, allez-y, pincez-vous le nez, jusqu'à ce que vos narines soient bouchées. Et vous allez essayer d'inspirer malgré qu'elles soient bouchées. Allez-y. Voilà. Donc normalement, ça marche pas, puisque vos narines sont bouchées. Ok? Vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Bah, c'est assez simple. Si vous arrivez à respirer sachant que votre nez il est bouché, il y a un problème. Donc peut-être que vous n'êtes pas dans la réalité. En revanche, si vous vous bouchez le nez et que vous arrivez à respirer, ça veut dire que probablement il y a quelque chose qui cloche. Donc que vous êtes en train de rêver. Vous me suivez? Ok? Ça s'appelle un test de réalité. En fait, c'est parmi les rêveurs professionnels, ils ont toute une panoplie d'outils comme ça pour savoir s'ils sont en train de rêver. Et celui que vous venez de faire en est un. Pour continuer, je vais vous raconter des histoires. Ok? La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un enfant qui avait un rêve. Oui, c'est très original. Donc le petit enfant, il court vers ses parents comme ça. Papa, maman, ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard. Et le papa, il répond, allez, c'est reparti. En fait, je veux devenir archéologue. Archéologue? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, si archéologue comme ça, je pourrais déterrer des os de dinosaures, faire des grands squelettes géants comme ça et les mettre dans des musées. Et les gens, ils pourraient venir voir ça. Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est bien, mais sinon, comme vrai métier, tu veux faire quoi plus tard? Mais non, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Mais non, mais comme vrai métier, médecin, avocat. Nous allons analyser ensemble l'échange qu'il y a eu entre le petit et son papa. Il y a eu une interaction, mais qui a été très rapide. C'est juste quelques phrases, quelques mots qui sont échangés, ici et là. Parmi les mots du papa, il y a quoi? Il y a non, mais, un vrai métier. Là, ça commence à être intéressant. Comme s'il y aurait des vrais métiers, et d'un autre côté, par déduction, des faux métiers. Ok? C'est quoi un faux métier? Est-ce qu'il y en a là parmi vous qui savent ce que c'est des faux métiers? Vous savez, un faux boulanger ou un faux boucher qui fait du faux pain ou de la fausse viande. Et ouais. Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est que c'est ce que le petit a déduit. Le papa, il n'a pas dit qu'il y avait des vrais métiers et des faux métiers, il a juste dit il y a des vrais métiers. Par déduction, le petit va se dire oh, alors il y a des faux métiers du coup. Ensuite, il a utilisé d'autres mots, du coup il y aurait... Et ensuite, à la fin, vous vous souvenez, il a dit médecin ou avocat. Forcément, parce que dans les vrais métiers, il y a soit médecin, soit avocat. Il n'y a aucun autre métier, d'accord? Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'influence, en fait. Le petit, il est en train de se faire influencer. Sauf que ça va très rapidement. C'est-à-dire, c'est quoi? Au-delà des mots, qu'est-ce qu'on trouve? Des émotions, des regards, une intensité. Il y a aussi des soupirs, par exemple, quand le papa il fait « mais oui, c'est bien ». Et bien en fait, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle de la communication. L'échange qu'il y a eu là, c'est une communication entre un petit et son papa. Ça va très très vite. C'est comme s'il y avait finalement deux mondes. Le monde du petit, où tout est possible. En fait, c'est ça les enfants. Ils arrivent à rêver les yeux ouverts. Ils rêvent éveillés, avec les yeux ouverts. Ils n'ont pas besoin d'attendre la nuit.
ils courent partout, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions, et instantanément, ils arrivent à créer une multitude de réalités. Face à ça, il y a le papa, avec sa vision un peu plus cadrée, où il y aurait des vrais métiers, des faux métiers. Probablement que dans les faux métiers, dans les vrais métiers, il y aurait des métiers qui sont pénibles, tout ça, mais c'est pas grave, il faut les faire. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si, en grandissant, le petit il perd ses rêves. C'est comme s'il avait une réserve immense dans ses poches, et qu'au fur et à mesure où il avançait, pouf, comme s'il perdait sa capacité de rêver. Encore une petite histoire par rapport à moi, quand j'étais petit, un de mes rêves, c'était d'être architecte. Je voulais être architecte, et au début, je savais que c'était possible. Je savais que j'allais devenir architecte. C'est qu'après, en grandissant, j'ai commencé à me dire des choses, du style c'est trop compliqué, peut-être qu'il n'y a pas assez de travail, je ne suis pas assez bon en mathématiques. Vous connaissez, ça vous parle, ces petites phrases-là qu'on se répète? Ou qu'on nous répète quand on grandit? Donc la question, c'est la suivante. Comment l'adulte, il pourrait faire pour réactiver sa capacité à rêver? Comment il pourrait faire comme l'enfant? De quoi il a besoin finalement? Et pour ça, je vais vous parler encore d'autres histoires. Une histoire et d'autres personnages. Okay? Parmi ces personnages-là, on pourrait commencer à s'inspirer des adultes qui continuent de rêver. Ben oui, ça existe. Il y a encore des adultes qui ont gardé ça, comme s'ils avaient leur âme d'enfant. Je suis sûr que vous en connaissez. On les distingue souvent, ils ont l'œil brillant, ils ont ce petit côté espiègle, ils ont tout le temps envie de jouer, rêver d'une certaine manière. Et si on commence à s'inspirer de ces personnes-là, on peut redonner à l'adulte sa capacité à rêver. Parmi ces personnes-là, je vais vous parler d'un des plus grands hypnothérapeutes qui a existé au travers de l'histoire, qui s'appelait Milton Erickson. Milton Erickson, c'était un psychiatre américain qui a vécu entre 1900 et 1980 et qui était un des meilleurs hypnothérapeutes. Il aimait beaucoup jouer avec ses rêves. En fait, Milton Erickson, il avait gardé cette espèce de contact avec son monde intérieur. Quand on parle de monde intérieur, de l'enfant, le jeu, tout ça, finalement, c'est quoi? C'est le monde de l'inconscient, tout ça. C'est le monde de la nuit. La nuit, il n'y a pas de limite. Et Milton Erickson, il aimait bien jouer avec son inconscient. Il était devenu tellement fort en auto-hypnose qu'il commençait à programmer des choses à faire pendant la nuit. Oui, vous avez entendu, faire des choses pendant la nuit. Par exemple, écrire des articles. Son grand truc à Milton Erickson, c'était de se lever la nuit, dans un état somnambulique, il s'asseyait à son bureau, sa main attrapait un stylo, et il commençait à écrire des articles comme ça. Ensuite, il reposait le stylo, il allait se coucher à nouveau, il avait une amnésie, et le matin, il se levait comme une fleur. Sur sa table de chevet, il y avait un article écrit par son inconscient. Et comme il était vraiment connecté à son monde intérieur, il faisait vraiment confiance à ça, à cette magie, en fait, à cette puissance, et il envoyait tel quel son article à un journal scientifique qui allait le publier. C'est pas mal quand même, non? Vous imaginez là pour votre DM de maths le lundi, vous levez la nuit. Si on continue dans la direction des rêves, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la nuit, pendant les rêves, qui est juste impossible dans le monde matériel, on va dire? Comme voler par exemple. Qui a déjà volé dans ses rêves? Ok. Qui se souvient de la sensation qu'on ressent quand on est en train de voler dans les rêves? Ouais, ok. Mais c'est pas génial comme sensation? Enfin, je veux dire, c'est pas lundi matin quand on va au boulot, tout ça, métro, qu'on a ce genre de sensation-là. Quand on est en train de rêver, donc, on vole comme ça, on survole des collines, des montagnes, on peut même survoler, j'en sais rien, New York ou d'autres villes comme ça. Et ça, c'est grâce à l'inconscient. Et l'inconscient, il est tellement fort qu'il arrive à recalculer comme si c'était vrai en fait. Comme si vous voliez vraiment, sans ailes, mais avec votre corps, vous ressentez le vent, toutes ces choses-là, ça devient réel. Ok? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui est intéressant dans les rêves, le monde de la nuit? Ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'on commence à faire sauter les limites mentales. Quand on se met à voler, quand on se reconnecte à ça,
on est capable de faire des choses impossibles. D'autres choses qui sont vraiment intéressantes, c'est au niveau des rencontres qu'on peut faire. Qui a déjà ici rencontré des personnages qu'ils n'auraient pas pu rencontrer dans la réalité, dans les rêves? Ah ouais, pas mal. Ok. Ok. Moi, par exemple, dans mes rêves, j'avais rencontré François Mitterrand. Donc, j'ai aucune affinité avec François Mitterrand, mais bon, il est décédé il y a un moment. Et je me souviens de ce rêve-là où je le rencontrais. Donc déjà, c'est un grand monsieur, hein, quand même. Enfin, peut-être pas de taille, mais vous avez compris. Et donc, j'ai commencé à parler à François Mitterrand, et il a commencé à me donner des conseils. C'est rigolo. Je lui posais des questions, et il me donnait des conseils. Et donc moi, j'écrivais précieusement les conseils qu'il me donnait. Mais en fait, c'est bizarre. Parce que qui est en train de rêver? C'est moi. C'est mon subconscient qui crée un monde dans lequel je draine de l'expérience de quelque chose. C'est bizarre, non, quand même? Et par rapport à ça, je vais vous raconter encore une autre histoire. Donc ça, c'est arrivé à un très bon ami à moi. Donc il était en train de rêver, et il était fan de Jean-Jacques Goldman. Vous connaissez le chanteur? Ok, qui va au bout de ses rêves. Donc il rencontre Jean-Jacques Goldman dans son rêve. Donc déjà, dans la réalité, ça aurait été un petit peu plus compliqué de faire ça. Pas parce qu'il il est inabordable quelque part, mais c'est quand même une star, il est quand même très sollicité. Ça aurait été compliqué. Donc lui, la nuit, il est allé le rencontrer. Et pareil, c'était un des meilleurs moments de sa vie. Il m'a dit, parmi mes expériences que j'ai vécues, celle-là, c'est une des plus fortes. Parce qu'il était là avec son idole. Et là, Jean-Jacques Goldman, il commence à composer un air au piano. Il compose un air au piano. Ensuite, mon ami commence à fredonner une petite chanson. Il s'assoit à côté, comme ça. Et ils commencent à créer une chanson ensemble. Donc là, ça devient encore plus fort émotionnellement. Ils créent ça ensemble. Et à ce moment-là, il m'a dit, Gilles, je savais que j'étais en train de rêver à ce moment-là. Je savais qu'il fallait absolument que je me réveille, que j'aille enregistrer ça. Donc, il se dit ça pendant le rêve. Quand on est lucide comme ça s'appelle un rêve lucide. Ceux qui ont déjà fait ça, c'est en fait, vous savez que vous êtes en train de rêver. Donc il se réveille comme ça, il a les yeux bien grands ouverts, il fonce, il va attraper son dictaphone. Et là, c'est le drame, mesdames et messieurs. L'amnésie. Donc finalement, il n'a jamais retrouvé son air. C'est dommage pour lui. Donc, reprenons. Quand on est petit, on a cette capacité-là à rêver. C'est facile, on rêve les yeux ouverts. Au fur et à mesure qu'on grandit, on perd cette capacité-là. Dommage. Et de plus en plus, on commence, au lieu d'avoir des métiers du style archéologue, chercheur de trésors, ou des métiers comme ça, finalement, on veut faire de la finance, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, quand on se remet à rêver, comme Milton Erickson, comme ces gens-là qui font de l'hypnose et de l'auto-hypnose, on peut commencer à prendre des capacités comme ça. Et là, si on commence à se dire, mais comment je pourrais utiliser ça pour continuer d'avancer? Comme un petit peu avec Jean-Jacques Goldman, où là, on est carrément dans un processus de création. Dans un processus de création, d'innovation musicale, artistique. On peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser au niveau de la recherche, avec Milton Erickson qui écrivait des articles grâce à son inconscient. Du coup, on se dit, comment on pourrait aller encore plus loin que ça? Comment on pourrait utiliser ces capacités-là? Imaginez si tout ça, on l'utilise dans le monde de demain, dans le monde de l'entreprise. Vous imaginez ce que ça pourrait donner? Par exemple, dans un cabinet d'architecture, si on commence à utiliser ça, ça donnerait quelque chose comme ça. Un employé qui appelle son patron et qui lui dit « Écoutez, monsieur, j'ai un problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, c'est pendant la nuit. Ça a dérapé. Oh non, pas encore vos rêves machin là. Si, mon inconscient il a tout fait. Du coup, il y a des croquis partout dans ma chambre, des feuilles A3, des feuilles A2. Tous les calculs sont faits. J'ai un mois d'avance sur le projet. » Vous imaginez? Ça voudrait dire que dans les entreprises, il y aurait des changements en profondeur comme ça, des changements structurels de l'entreprise. Dans les entreprises, ils commenceraient à enlever les bureaux, ils installeraient des lits à la place. Vous rigolez, mais depuis quelques années, il y a beaucoup de bruit autour des siestes. Par exemple, entre midi et 2, la nouvelle tendance, à New York, à Paris, tout ça, c'est les siestes bars. Vous connaissez les siestes bars? C'est un bar où, au lieu de prendre un café, on fait une sieste. Parce qu'ils ont commencé à se rendre compte que les siestes, c'était très réparateur pour le cerveau.
Donc vous imaginez, ils vont enlever les bureaux, ils vont mettre des lits à la place. Ensuite, c'est les hommes politiques. Les hommes politiques, ils vont s'emparer du truc. Ils vont dire surfer sur la vague avec des slogans novateurs, dormir plus, pour produire plus. Les anciens fainéants seront idolâtrés. Vous vous rendez compte? Celui qui dormait près du radiateur là, au fond de la classe, ce sera la nouvelle élite de la nation, parce qu'il sera beaucoup plus productif que ses collègues. Ok? Du coup, au départ, je vous avais fait, vous vous souvenez, on avait fait le petit test comme ça. Là, on va faire un deuxième test. Vous êtes prêts? Pas dangereux normalement, ok? Vous allez mettre votre main sur la tête comme ça. Voilà. Super, tout le monde, tout le monde. Et vous allez faire rebondir la main comme ça. Voilà, super. Et d'un coup, vous allez faire... Encore mieux que ça. Ok. Donc là, c'était... Bravo. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Ok. Voilà, donc là, c'était un test pour moi, en fait. Comme il y a 150 personnes qui font n'importe quoi, je dois être en train de rêver. Merci.